Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Coucou Béatrice, je suis très émue de cette interview pour plusieurs raisons. Pour ceux qui vont écouter l'interview, j'ai été l'élève, je ne vous dis pas de quoi, mais j'ai été l'élève de Béatrice pendant des années et l'interview se déroule d'ailleurs dans cette ancienne école qui était la mienne. Donc c'est un jour particulier avec beaucoup d'émotions que vous percevrez peut-être dans ma voix et peut-être dans nos deux voix parce que c'est un moment très particulier pour moi aujourd'hui. Donc merci à toi tant mieux, j'en suis ravie de passer ce moment avec moi. Ça va nous rappeler plein de souvenirs, oui, de bons souvenirs. Oui, de très bons souvenirs. Avant toute chose, je ne veux pas justement te présenter, je préfère que ce soit toi qui te présente. Béatrice, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Béatrice Flao, de mon nom de jeune fille. J'ai ouvert l'école de danse après avoir fait un cursus scolaire en tant qu'élève dans une des plus prestigieuses écoles de danse au monde, et notamment celle de l'Opéra de Paris, où j'y suis rentrée en 1968 et j'en suis sortie diplômée avec un certificat d'études de danse, de formation de danseuse en 1974. Et depuis 1981, j'ai ouvert ma propre école de danse à Maisons-Laffitte où j'y suis née. Et voilà, nous allons fêter l'année prochaine les 40 ans de cette école où là j'ai eu beaucoup d'élèves, formé beaucoup d'élèves, dont Laura. Et j'en suis ravie, et de parler de ces années antérieures me ravit. Donc vous l'aurez bien compris, aujourd'hui c'est une spéciale interview danse et autour du monde de la danse, autour de cet art. On va aborder bien d'autres sujets, mais en dehors du fait que ce soit la danse, c'est surtout un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis que je suis petite, et surtout parce que c'est toi. J'ai connu aussi d'autres professeurs de danse, mais on parle souvent dans le milieu et de l'entrepreneuriat et dans bien d'autres milieux, on parle de cette importance de la transmission. Et je pense que quand on a une passion, c'est très important et c'est très déterminant de savoir qui te transmet aussi cette passion. Tout à fait. Et voilà, tu en as été tu as eu ta... Grâce à toi, je sais pas, j'ai du mal à trouver mes mots aussi parce que c'est l'émotion, mais grâce à toi, j'ai cette passion qui était très présente quand j'étais petite. Oui. Tu as su aussi m'aider à poursuivre ce chemin et voilà. Et donc on est toutes les deux aujourd'hui, donc on va parler de danse classique, mais pas que. J'ai plein de questions à te poser. Ce qui est très drôle, c'est que je découvre en même temps que vous qui allez écouter ce podcast et ce balado, je vais découvrir des informations et des détails que même en tant qu'élève, je ne soupçonnais pas forcément. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussée à devenir danseuse ou à rentrer à l'Opéra de Paris ? Est-ce que tu avais de la famille dans la danse ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce cursus ?
Alors ça, c'est très amusant, cette question. Figure-toi que ça s'est pas passé comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que ça n'est pas moi qui l'ai souhaité. C'est vrai que petite, j'avais cet instinct de danser, mais je dirais comme beaucoup d'enfants qui aiment écouter la musique. Je suis très musicienne, non pas techniquement parce que j'ai pas poursuivi des études de musique, même petite, mais j'aimais la musique. La musique me transcendait quelque part. Et figure-toi que c'est ma tante, la sœur de ma maman, qui un jour propose à maman et lui dit: pourquoi tu ne présentes pas ta fille à l'opéra? Elle a la grâce, elle a l'instinct musical, elle bouge bien, elle aime faire de la danse. Malgré tout, j'allais comme beaucoup de petites filles à mon cours de danse quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, suivre mon petit cours de danse le mercredi après-midi comme des centaines d'enfants. Et voilà, et ma mère qui se dit: bah tiens, c'est une drôle d'idée, mais pourquoi pas? Et en fait, ça n'était pas du tout une exigence de ma part. Et j'ai été pris dans l'envie de dire: bah oui, tiens, pourquoi pas? Et ça paraissait à l'époque une idée, quand on faisait pas partie de ce monde de la danse, c'était une idée c'était presque culotté. C'était culotté, mais c'était en même temps pourquoi l'opéra, alors que c'était vraiment quelque chose qu'on n'abordait même pas à la maison. Et figure-toi que voilà ma mère qui se dit: bah pourquoi pas, on y va. Sauf que j'ai été prise. Curieusement. Parce que j'avais peut-être pas les qualités, mais je les avais peut-être aussi, sinon j'aurais pas été prise, parce que malgré tout, le concours était pas ouvert à tous les enfants. Et j'ai été prise. Et c'était à ce moment-là, une fois les 2 pieds à l'école de danse de l'opéra, prise comme petit rat de l'opéra, que la passion a commencé à venir. Et c'est là où l'intérêt, et pourtant c'était une école qui n'était pas facile, sous la direction d'une directrice qui n'était pas facile. Alors, c'était pas Claude Bessy à l'époque, c'était Geneviève Guillot qui était ma directrice à l'école de danse quand j'ai obtenu les deux examens qui m'ont permis de rentrer comme petit rat de l'opéra en septembre 68. Et 2 ans après, Claude Bessy qui est arrivé. Et justement, avec des directrices qui n'étaient pas faciles, qui menaient leur école avec une certaine poigne, j'ai quand même trouvé le goût et l'envie, et j'y ai trouvé la passion. Et là, je me suis accrochée pour pouvoir y rester et traverser toutes ces années, ces 5 années, ces 6 années, puisque j'ai redoublé une de mes classes, ces 6 années avec beaucoup de persévérance, et il en fallait, et beaucoup d'efforts et de sacrifices pour arriver à traverser toutes ces années. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet juste dans quelques instants sur ton cursus à l'opéra. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal le milieu de la danse et du coup de l'Opéra de Paris, est-ce que tu peux préciser est-ce que tu sais d'où vient cette fameuse expression de petit rat? Alors, il y a plusieurs que je pense que tout le monde connaît plus ou moins. D'abord, dans les sous-sols de l'opéra, il y a des masses d'eau, et en fait beaucoup de vrais rats parcourent tous ces égouts qui sont en sous-sol de l'opéra, et que d'où je pense l'expression des petits rats, parce que les petits rats, nous les danseuses à l'époque, les petites élèves, nous courions dans les couloirs de l'opéra pour accéder de la classe à la classe de danse, à la classe école, parce que au tout début, même avant que l'Opéra Garnier ne soit installé après dans les locaux de Nanterre, mais beaucoup plus tard, moi j'y ai fait mes classes et mes classes de danse, en tout cas mes classes de danse à l'Opéra Garnier, où l'on traversait des immenses couloirs et on courait d'un endroit à l'autre pour aller d'un cours à l'autre, que ce soit un cours de français, un cours d'histoire ou un cours de danse. Et donc ces petits pas courus, ressemblaient
aux petits trous des vrais rats, eux, dans les sous-sols de l'opéra. D'où les petits rats de l'opéra. Je pense que ça a été une des expressions, une des idées qui a amené à appeler les élèves de l'école de danse les petits rats de l'opéra. Alors, une autre question, quand tu étais élève, est-ce que vous appreniez juste en classe des chorégraphies ou est-ce que déjà on vous apprenait certains ballets? Est-ce que quand tu étais élève, est-ce qu'il y a un ballet ou un rôle où tu t'es dit je rêverais? Alors, on ne nous apprenait pas à danser à ce moment-là des extraits, des répertoires. C'était la technique. En tout cas, les premières années. C'était la technique, et même avant la technique, c'était ce qu'on appelait la technique de base, c'était le placement. La danse classique est d'une telle rigueur que on apprenait vraiment les bases. Donc, il n'était pas question d'apprendre à danser un extrait de Gisèle ou du Lac des Cygnes. Ça venait, oui, bien sûr, plus tard, techniquement et concrètement dans les grandes classes supérieures, où là, nous avions des cours de répertoire. Mais par contre, l'idée d'un ballet ou d'un autre est de se dire, quand on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, où on n'abordait pas encore ce travail, on avait des cours d'histoire de la danse, et notre professeur d'histoire de la danse, à l'époque, Madame Prud'homme, je me souviens très bien de mon professeur d'histoire de la danse, nous emmenait une fois par mois ou par trimestre, il me semble que c'est par trimestre, parce que nous étions quand même nombreuses à l'école de danse, et il fallait emmener tout le monde, et nous avions notre loge spéciale à Garnier, et une fois par trimestre, elle nous emmenait assister à un ballet du répertoire, que ce soit dans les grands ballets du répertoire. Et c'est là où on a appris à se dire, à espérer, un jour, à rêver, de danser un jour dans notre carrière, si on arrivait à faire carrière, ce qui n'était pas donné à tous les petits rats d'opéra. Bien sûr. De danser... et d'être à la place de telle danseuse dans tel rôle du grand répertoire. Alors il y en a qui étaient illuminés par Gisèle, d'autres étaient illuminés par Casse-Noisette, d'autres étaient illuminés par le Lac des Cygnes. Moi, pour ma part, c'était Gisèle. Gisèle me transcendait complètement quand j'allais voir ce ballet romantique sous toute sa splendeur, et voilà, je rêvais un jour de devenir de danser Gisèle. Est-ce que, justement, puisque pour avoir des amis qui connaissent et qui s'intéressent à la danse classique, elles sont un peu perdues, est-ce rapidement, est-ce que tu peux nous raconter juste l'histoire de Gisèle? Et j'ai oublié de te demander, est-ce qu'il y avait vraiment une danseuse, quand tu allais régulièrement à l'opéra voir ces ballets, est-ce qu'il y a une danseuse à l'époque qui t'a dit « je veux être danseuse » parce que c'est elle qui t'a fascinée? Est-ce qu'il y a une danseuse en dehors du rôle de Gisèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'avait particulièrement émue? Alors oui, parce que nous avions comme repère les danseuses qui étaient à l'époque de ma génération, les danseuses phares de la compagnie du Ballet National de l'Opéra. Nous avions Noëlla Pontois. Ah oui, elle m'a fait rêver, ça c'est clair. Nous avions Wilfrid Piolet, nous avions Christiane Vlassy, nous avions Guylaine Tesmar, et chacune, et bien d'autres, et chacune dans leur rôle nous donnait envie. Alors, pas forcément la même tout le temps, parce que peut-être une danseuse nous attirait plus dans Gisèle, puisque nous parlions de Gisèle. Une autre peut-être m'attirait plus en disant, de toute façon, si j'arrive par bonheur à faire carrière, je danserai pas que Gisèle. Donc, on se référait à une danseuse parce qu'on l'a vue danser tel rôle dans tel ballet, puis une autre. Donc, c'était pas une danseuse particulièrement. C'était un mixte parce qu'on les voyait danser dans quelque chose où elles transcendaient elles-mêmes dans un rôle plutôt qu'un autre.
Donc après, oui. Alors malgré tout, il y a des danseuses qui nous ont fait rêver. Ça, c'est clair. Margot Fontaine, quand je l'ai vue danser, quand je la voyais danser invitée avec Rudolf Nureyev sur les planches de Garnier, bien sûr, là on s'est dit, quel bonheur d'arriver, peut-être, enfin notre rêve en tout cas, c'était d'arriver pas qu'à leur niveau technique, mais à leur façon de danser tel ou tel rôle. Alors c'est drôle que tu parles de Margot Fontaine parce que j'ai une question ou un sujet sur lequel j'aurais bien aimé connaître ton avis. À l'époque justement de Margot Fontaine, donc que tu as vu sur scène, quand on voit l'évolution dans la technique, dans la souplesse, en fait dans sa totalité, quand on voit Margot Fontaine à cette époque et aujourd'hui, une danseuse d'aujourd'hui, on se voit, dit, au niveau de la technique, c'est presque le jour et la nuit. On se dit, mais c'est incroyable ce que la technique a évolué, le mouvement a évolué. Et la souplesse. Et la souplesse, les levées de jambes, la finesse de certaines choses, la performance dans la technique au niveau des pirouettes, de la batterie, d'éléments techniques. Là, je parle d'éléments techniques qui vont peut-être pas être objectifs pour toutes les personnes qui nous écoutent. Parce que, mais nous, on voit cette évolution, cette progression incroyable. On pourrait presque prendre des élèves à l'école de danse aujourd'hui qui sont capables aujourd'hui d'être performantes comme l'étaient des danseuses professionnelles de haut niveau autrefois. Oui, ça, là-dessus, je suis d'accord. Par contre, au niveau artistique, il n'y a pas eu cette même évolution. Il y avait des danseuses qui avaient une façon... Elles avaient une personnalité. Une personnalité, certes, mais une manière de représenter le rôle. Et aujourd'hui, la danseuse d'aujourd'hui n'est pas plus... Comment dire? Elle n'est pas meilleure, forcément. Meilleure, non, n'est pas meilleure qu'une danseuse de Margot Fontaine, qui était une danseuse de ma génération, encore avant la mienne. Oui. Parce que moi, aujourd'hui, je parlerai plus de danseuses un tout petit peu plus jeunes que Margot Fontaine, qui était déjà en fin de carrière. Oui. Mais qui n'empêchait pas qu'elles arrivaient, même en fin de carrière, à être étonnantes sur le plan artistique. Oui. Et aujourd'hui, elles étaient égales, en tout cas, à celles des danseuses d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu considères Par contre, techniquement, ça a évolué énormément. Est-ce que tu considères que cette évolution technique, pas artistique, mais technique, est-ce que c'est la société qui veut toujours plus d'exigence, plus de souplesse? Je me souviens à l'époque, quand on voyait une danseuse ou danseuse étoile sur scène et qu'on voyait les danseuses russes du Bolchoï, on reconnaissait presque une danseuse du Bolchoï parce que ça devenait du contorsionnisme. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu une telle évolution technique? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'on a encore plus demandé? Je pense pas que ça se soit fait naturellement. Naturellement, oui, parce qu'on demande toujours plus. C'est pareil. On pourrait comparer à un champion de descente de ski ou pas de descente, mais de slalom, ou un tennisman extraordinaire de l'époque, et on regarde ces sportifs de haut niveau d'aujourd'hui, c'est pareil. Par rapport à avant. Par rapport à avant, c'est pareil. La technique, elle a évolué. Pourquoi? Parce que certainement par une forme de travail et d'apprentissage différent à l'époque et par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant. Alors, c'est peut-être une faute. Là, peut-être que des anciennes danseuses se diraient c'est pas vrai. Il y avait une exigence terrible. Je crois que le corps, on pousse aujourd'hui le corps
dans ses limites. Ouais, complètement. Qu'on ne poussait peut-être pas à l'époque. Voilà. Donc, on recherche la perfection dans le geste, dans le mouvement, dans le... pourquoi aujourd'hui tant de blessés chez les danseurs? Parce qu'on les pousse. C'est toujours on des les limites, pousse à la limite de leurs possibilités. Donc forcément, on arrive à une évolution technique de plus en plus parfaite, tellement on pousse. Je crois pas avoir souvenir, je vois les élèves à l'école de danse aujourd'hui, et le travail qu'on leur demande, par rapport au travail qu'on nous demandait, on nous en demandait beaucoup, presque de façon inhumaine autrefois. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'écoute des enfants aujourd'hui. Oui. On les emmène à leur maximum, mais avec beaucoup plus de bienveillance au niveau des blessures, justement au niveau du corps. Alors qu'autrefois, c'était un petit peu... C'était l'ancienne école. Marche ou crève. T'as mal aux pieds, je veux pas le savoir. On avait les pieds en sang, je veux pas le savoir. Tu retournes à ta place et tu danses. Autrefois, non. Un enfant blessé, un élève blessé, on va l'arrêter, on va le faire suivre par un médecin du sport, par un kinésithérapeute. Nous, ça n'existait pas, ça. C'était marche ou crève. T'es là de toute façon pour danser, donc on veut pas savoir ce qui se passe. Tu danses. Si tu ne peux pas danser, tu restes chez toi. Et rester chez soi, c'était très mal vu. Complètement. Parce que ça veut dire, pourquoi tu n'étais pas là hier? J'étais pas bien. Non, mais c'était pas comme ça que ça marchait. Tu dois venir, même si t'es pas bien. Comment, en tant qu'élève, en tant que danseuse, est-ce que... alors, encore une fois, c'était une autre génération par rapport à aujourd'hui, mais comment as-tu fait pour écouter? As-tu réussi à écouter ton corps et à te dire, non, là, si je continue, je vais vraiment me blesser? Est-ce que tu as été sensibilisée? Non, pas du tout. Et alors, comment justement, aujourd'hui, toi qui es professeur, donc tu as connu vraiment, entre guillemets, la marche ou crève, tu te blesses, c'est pas grave, tu continues. Aujourd'hui, en tant que professeur, comment transmettre aux élèves le fait d'apprendre à écouter son corps? Alors, aujourd'hui, je ne l'enseigne pas à des futurs professionnels. Oui. Aujourd'hui, alors c'est tout à fait différent. On ne peut pas comparer. Je serai dans une académie à Paris qui forme des enfants pour les concours ou les examens, intégrés, etc. Je crois que je serai beaucoup plus exigeante, mais aujourd'hui, malgré tout, à l'écoute. Oui. On sait, on voit bien par rapport au travail des enfants ce qu'il est capable de donner raisonnablement. Oui. Et le travail qu'on pourrait lui demander est là où on deviendrait irraisonnable. Je pense qu'on sait faire la part des choses avec l'expérience en tant que professeur. Moi, je la mets à la portée des enfants d'aujourd'hui, avec qui j'enseigne, pour qui j'enseigne, parce que c'est une école d'amateurs. Alors, certes, il y a des enfants qui sont meilleurs que d'autres, mais ça reste une école d'amateurs. Donc, je suis plutôt là pour leur donner le goût, l'envie, et surtout pas les dégoûter de la danse. Ouais. C'est pas mon but. Ils sont là pour venir se faire plaisir. Attention, je ne dis pas que je reste extrêmement exigeante. Parce que la danse classique, si on choisit de faire de la danse classique, ça n'est pas uniquement un moment de dilettante. C'est pas vrai. De dire on choisit l'activité de la danse classique parce que c'est un moment de dilettante et parce que ma fille aime la danse, donc elle va aller se faire plaisir, oui, certes, mais c'est pas un moment de dilettante comme certaines disciplines pourraient, plus ludiques, pourraient être un moment de dilettante. Non, c'est vraiment une heure ou une heure et demie de cours où on va leur demander un effort de physique, de l'attention. On va leur demander d'être très persévérants, très téméraires, très volontaires, où il y a une vraie demande de travail. Oui. Alors, à côté de ça, il faut que ce soit quand même du plaisir.
Donc effectivement, voilà. Oui, je suis à l'écoute des enfants parce que mon expérience de professeur et mon expérience de danseuse, avant d'être professeur, m'a bien montré que c'est pas la peine d'emmener les enfants au bord de la blessure pour y arriver. On peut y arriver autrement. Je témoigne justement par rapport à et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. J'adore rigoler. J'aimais beaucoup aller à la danse. On avait nos petits 5 minutes de fou rire, etc. Mais pour l'avoir vécu et éprouvé, on était vraiment là. D'ailleurs, notre groupe, parce qu'on a eu le même groupe pendant des années, se transformait souvent de 1h30 en 1h45. Souvent. Parce qu'on aimait rester ensemble. Parce que vous aimiez rester ensemble et vous aimiez prolonger l'exercice. Et parce qu'on aimait dire, attends, j'ai pas compris, allez, on s'en remet une, on refait une diagonale, etc. Et c'est vrai que on a perdu, que ce soit en litres d'eau ou en pied ou en fatigue, ça demandait concentration. Et je rebondis sur l'écoute de son corps parce que même en danse classique et en danse, l'équilibre du corps est très important. Et pour connaître vraiment son équilibre et le bon axe, il faut savoir aussi écouter son corps. Donc autant on avait nos fous rires, combien de fois discrètement on a essayé d'avancer l'horloge de façon absolument pas très discrète, mais quand bien même on continuait le cours. Mais voilà, on le faisait parce qu'on avait ce groupe, mais ça nous demandait quand même sur 1h30, 1h45 beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Et beaucoup de travail, oui, c'est vrai. Beaucoup de travail. Mais j'acceptais justement vos moments de fou rire parce que vous n'étiez pas des élèves dans le but d'en devenir des professionnels. De devenir des professionnels, mais plutôt, voilà, pour vous retrouver, parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance. Et ça, beaucoup de professeurs me l'envient. C'est que j'ai eu cette chance de garder des élèves très, très, très longtemps à l'école de danse. Et je parle de plusieurs dizaines d'années. Parce que j'ai démarré à l'école de danse. J'ai ouvert l'école de danse, j'étais très jeune. J'avais 23 ans quand j'ai ouvert l'école de danse. Aujourd'hui, j'en ai 62. Et donc, mes plus anciennes élèves sont là depuis 30 voire plus, 30 années de fidélité au cours de danse, même si ça n'est que pour leur plaisir, mais elles en ont fait justement parce qu'il y avait aussi cette exigence de ma part. Elles sont toutes arrivées à des niveaux où elles étaient, où elles trouvaient un intérêt formidable à se retrouver même parfois à des spectacles avec des professionnels. Des danseurs professionnels, et elles n'en avaient pas honte et je n'en avais pas honte du tout parce que justement elles ont passé, malgré ces fous rires, des années à travailler. Juste, on reviendra sur la notion de spectacle que je garde volontairement pour la fin, mais juste pour une petite précision parce que j'ai peur d'oublier cette remarque. Pour ceux qui nous écoutent, une fois tous les 2 ans, tu organisais des spectacles et nous avions la chance, nous élèves et élèves danseuses, de côtoyer de loin, mais finalement on dansait derrière eux ou à leur côté. On a quand même eu cette chance, tous les 2 ans, de côtoyer des danseurs de l'Opéra de Paris. Je repense très très souvent autant à Laure Muret qu'à Dervé Larbi ou à Karl Paquette. La première fois que je l'ai vu en Collange, on était plusieurs à être complètement émoustillés, mais c'était pas de simples danseurs plus expérimentés. Ils venaient de l'Opéra de Paris. Donc même si on ne voulait pas devenir danseuse professionnelle, on avait quand même toute cette passion qui nous, quand on voyait ces danseurs, en fait, ça nous faisait encore plus rêver, sans forcément vouloir aller au bout d'une carrière professionnelle. Et je dirais même plus, ça vous obligeait, ça vous motivait, ça vous stimulait tellement, parce que vous vouliez être à la hauteur.
et pas sembler trop j'emploierais pas le mot ridicule, pas la ramasse, mais pas la, oui, exactement, de se dire, mais comment peut-on se retrouver, nous, amateurs, aux côtés de danseurs professionnels de l'Opéra de Paris, avec qui j'étais moi restée en contact après mes études à l'école de danse de l'Opéra. Donc forcément, je suis restée en contact avec certains danseurs, et à travers Laure Muret, qui était une de mes anciennes élèves, j'ai pu avoir le moyen et la chance d'inviter des danseurs de l'opéra pour nos spectacles de danse qu'effectivement, comme tu disais, Laura, nous donnions une fois tous les 2 ans, parce que je voulais garder quand même une part de travail, et je trouvais qu'un spectacle tous les ans n'était pas une bonne idée. Parce qu'on s'investissait tellement pour ce spectacle que s'il fallait reproduire tous les ans ce travail de mise en place, de mise en scène et de chorégraphie et de travail artistique, ne nous laissait plus le temps, me laissait plus le temps pour faire travailler suffisamment mes élèves, justement pour arriver à un vrai niveau qui leur permettait effectivement, une fois tous les 2 ans, de pouvoir se monter sur scène et d'être aux côtés de danseurs de l'opéra. Sans que elles se trouvent trop à la ramasse, comme tu dis, ou de risquer de vexer des danseurs de l'opéra en se disant, mais non, on peut pas nous, danseurs de l'opéra, pouvoir se présenter aux côtés d'enfants qui n'étaient pas suffisamment à la hauteur, en tout cas. Et donc, je m'astreignais, moi, à faire ce spectacle tous les 2 ans. Et puis voilà, c'était la magie du spectacle qui revenait tous les 2 ans, et ça suffisait bien pour tout le monde. Et alors, c'était un moment magique. Et j'en perds. Oui. Tu parlais de ces anciens élèves. C'est marrant parce qu'en t'écoutant et en repensant à ce que tu disais tout à l'heure quand tu étais élève à l'Opéra de Paris, une de tes professeurs vous emmenait une fois par mois voir les ballets. Tout à fait. Ce qui vous sensibilisait donc au monde professionnel, et à la prise de rôle, à l'interprétation de prise de rôle, au répertoire, aussi bien au répertoire, au grand répertoire classique, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus dans les programmations à l'opéra, on a beaucoup plus de chorégraphes contemporains qui viennent présenter leurs nouvelles créations, ou pas forcément nouvelles, d'anciennes créations contemporaines. Mais moi, à mon époque, on était beaucoup plus... les programmations tournaient beaucoup plus autour des grands ballets du répertoire. Et pour te dire, je sais plus, j'ai perdu le fil, pour te dire que oui, nous rêvions autour des prises de rôle, mais aussi bien parce que malgré tout, on savait bien que même avec le rêve de devenir danseuse étoile, nous n'en arrivions pas du tout pour très peu. Il y avait tellement peu d'élus que ce qui nous faisait déjà rêver aussi, c'est d'arriver danseuse dans le corps de ballet et pouvoir déjà accéder au rôle des danseuses du corps de ballet. Oui. Et ne serait-ce que les Willis dans Gisèle, puisque c'était mon ballet phare et mon oui, mais mon tu rêve. Étais au moins Si déjà je pouvais devenir une des vendangeuses du premier acte ou une des Willis du deuxième acte dans Gisèle, c'était déjà un rêve qu'on pouvait peut-être là atteindre du bout des doigts. Le rêve d'obtenir le rôle de Gisèle était déjà encore bien plus... Oui, mais ça restait accessible une fois que t'étais... Voilà, il faut brûler les étapes les unes après les autres. Donc nous, en tant que petits rats, on était déjà dans le rêve d'accéder à une Willis ou à une vendangeuse. Une fois peut-être arrivé
à danser vendangeuse du premier acte ou Willis du deuxième acte, peut-être là on espérait peut-être accéder au rôle de Gisèle. Mais justement ce rêve en fait vivant quand tu allais avec ta classe à l'opéra voir les ballets, tu as su aussi, alors consciemment ou inconsciemment, en invitant une fois tous les 2 ans des danseurs de l'Opéra de Paris, dans un contexte amateur, mais tu as su aussi nous permettre, nous, de continuer à rêver. Oui. C'est le rôle de transmettre. Un professeur doit transmettre les émotions qu'il a reçues toute sa vie d'élève ou de danseur. Parce que moi, ma carrière de danseuse fut très courte, mais même si elle a été courte, j'y ai appris mon métier de danseuse. Et je pense qu'il faut avoir appris son métier de danseuse avant de pouvoir être réellement professeur de danse. Parce que professeur de danse, oui, c'est très bien. On peut décomposer un pas et apprendre à des enfants à décomposer ce pas. Mais il faut lui donner l'envie à travers l'explication que ce pas fait partie de telle ou telle chorégraphie dans tel ballet. Et il faut le faire vivre, ce pas. Parce que si c'est uniquement pour le décomposer et le reproduire d'une façon même tout aussi parfaite, ça suffit pas. Donc la transmission, oui, artistique, hormis la décomposition du pas techniquement, oui, il est important. C'est très important. Et je pense que j'ai eu cette fascination de regarder à travers des danseurs de l'opéra, mais de l'Opéra de Paris ou ailleurs. Il y a heureusement de magnifiques danseurs sur toute la planète, sortis de l'opéra, qui ne font pas partie de l'Opéra de Paris, bien heureusement, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'élus et beaucoup de danseurs. Donc d'autres nous ont fait rêver, comme je vous disais tout à l'heure, Margot Fontaine et bien d'autres. Son sourire légendaire. Et voilà, et bien d'autres. Et oui, je pense avoir réussi à transmettre ma passion, mais aussi pas que le côté technique, mais le côté artistique à mes élèves. Oui. Tu as répondu aux 2 prochaines questions que j'avais en tête. Qu'est-ce qu'un bon professeur aujourd'hui et qu'est-ce que toi tu aimes regarder et apprécier chez tes élèves? Alors oui, j'aime apprécier quand les enfants font le travail proprement, que j'essaie de leur apporter et de leur faire travailler, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. C'est après de les voir rayonner sur scène, justement, avec leur propre personnalité. Avec leur propre personnalité. Et si elles me font frissonner, c'est ma satisfaction, parce que je me dis, j'ai réussi à faire passer ce message que moi, ça a toujours été ma principale source de motivation. Source de motivation dans mon métier de professeur de danse. C'est qu'elles soient souriantes sur scène, qu'elles pétillent et qu'elles en ressortent des émotions par rapport à des pas. Oui, les pas. Oui, certes, c'est vrai, les pas sont très académiques, mais il ne faut pas que ça ne reste qu'à l'académie. Il n'y a pas que ça. L'académie, l'académisme est important, oui, parce que la danse classique, c'est aussi un travail très propre, très académique, très propre, très juste, très rigoureux, oui. C'est comme ça. Prenons, je sais pas, une glissade. Elle doit être faite comme ça et pas autrement. Mais sur scène, il faut que l'élève la fasse vivre cette glissade. Est-ce qu'en tant que professeur, tu as eu une ou plusieurs fiertés Oui. Est-ce que tu peux nous partager des moments où tu te dis que tu avais choisi
la bonne voie et que tu étais vraiment... que tu étais persuadée que voilà, dans ton rôle de professeur, c'était vraiment ça qui t'a... Alors, c'est amusant que tu poses cette question parce que quand j'ai ouvert l'école de danse, je ne pensais pas l'ouvrir 39 ans après, être toujours là auprès de mes élèves. J'ai ouvert l'école de danse par nécessité parce qu'en fait, je me suis mariée très jeune. J'ai voulu fonder une famille très jeune. J'ai ouvert l'école de danse en même temps que j'ai eu mon premier enfant à 23 ans, et ce qui a écourté ma carrière de danseuse au sein d'une compagnie qui n'était pas du tout à l'opéra, parce que j'ai fait mon parcours d'élève à l'école de danse de l'opéra, mais je n'y ai pas fait mon parcours de danseuse professionnelle. J'ai été remerciée à la fin de mes études en première division, ce qu'on appelait la première division, ce qu'on appelait la classe d'engagement à l'époque, pour voilà, peut-être des raisons physiques, peut-être j'étais trop grande, peut-être je n'avais pas le physique suffisamment fin de la danseuse, j'avais une ossature qui était très présente et qui peut-être ne correspondait pas au physique des danseuses de l'Opéra de Paris. Bref, je suis sortie de l'école de danse de l'Opéra quand même avec un bagage maximal, je pense, parce que sinon on m'aurait pas gardée jusqu'à cette première division, cette classe d'engagement. Et quand je suis rentrée dans une compagnie qui naissait à l'époque, le Ballet Classique de Paris, qui était dirigé par Jeannette Jacquet et Anthony Pace, j'ai été engagée donc dans cette compagnie et j'y ai fait mes premiers pas sur les planches en tant que danseuse professionnelle. Et j'ai été happée par ma vie personnelle qui, comme je vous disais, mariée très jeune, a été une nécessité pour moi de trouver une autre façon de poursuivre la danse, malgré tout. Parce que j'étais passionnée par la danse, donc il n'était pas question que je fasse autre chose que de la danse. Et j'ai commencé à donner mes premiers cours de danse dans un établissement scolaire privé à Maisons-Laffitte, à l'époque. Et très vite, j'ai trouvé mon propre studio à ouvrir en ville, à Maisons-Laffitte. Et c'est là que très peu de temps après, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais plus exactement, je me suis dit, mais voilà, c'est ma voie. Peut-être même encore plus que de danser. La pédagogie me plaisait, le fait d'enseigner la danse me plaisait, de transmettre ce que j'avais appris à travers l'école de danse et à travers les 4 années de danseuse en tant que professionnelle, que danseuse professionnelle, me plaisait de transmettre ça à mes élèves. Et c'est comme ça que mon métier de professeur de danse est né, en fait. Et je n'ai aucun regret. J'aurais pu... Le seul regret peut-être que j'aurais, c'est de me dire, je t'aurais peut-être pu, si tu t'étais mariée un peu plus tard, de danser encore 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Bon, voilà, mais la vie a été autrement. Voilà, je me suis mariée. Mon mari me disait, voilà, 4 mois sans toi, c'est un peu long. C'est long. Voilà, nous étions jeunes mariés, fous et perdus amoureux. Donc non, on se voyait pas l'un comme l'autre, malgré que j'aimais beaucoup la danse. Je ne me voyais pas non plus quitter mon mari pour autant pendant 4 mois. Donc parce que ces tournées se passaient à l'étranger. Donc voilà, non, c'est... Et voilà, par nécessité, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Par chance, j'ai trouvé ce studio en plein cœur de Maisons-Laffitte. Par chance, le métier de professeur de danse me plaisait. Et ben voilà, 39 ans après, je suis là, toujours au poste, fidèle au poste. Et j'y trouve toujours, sans aucun regret. Et j'adore ce métier, j'adore transmettre ma passion, j'adore les enfants. Bon, je vous dis pas quelquefois, le ton s'élève surtout au moment des spectacles, parce que je me donne beaucoup pour ce spectacle et je veux mais le jour du spectacle, les enfants sont là pour se faire plaisir et toute notion d'autorité s'arrête le jour J et le sourire, voilà.
Et c'est ça mon plus grand bonheur, c'est de voir mes élèves sourire sur scène et mes élèves rayonner de bonheur sur scène. Mais c'est une fierté, on comprend bien que être devenu professeur est une vraie fierté, mais j'ai presque envie de te dire qu'au moment du spectacle, la fierté, elle est partagée. Complètement. Et il faut qu'elle soit partagée. Parce que c'est ça ma fierté. Parce que si je vois des enfants pas heureux sur scène, je me dis que j'ai pas tout à fait réussi. Donc, bon, alors je vais pas vous cacher que 100% des élèves rayonnent de bonheur sur scène. En tout cas, ils rayonnent peut-être de bonheur, mais ils ne le montrent pas parce que vous avez des enfants qui sont beaucoup plus introvertis, beaucoup plus timides, beaucoup plus stressés parce que se retrouver devant un public, ça n'est pas facile. D'abord parce que je leur mets quand même la pression, surtout quand il y a des années où on partage la scène avec des danseurs de l'opéra, des danseurs professionnels. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour moi aussi que ça reste homogène et que chacun prenne quand même son plaisir et sa part du moment artistique qu'ils doivent dégager le jour J. Oui, mais tu parles de fierté. Quand je vois mes élèves rayonner sur scène, oui, ça c'est une part de fierté. Oui, c'est vrai. Alors, une question, est-ce que donc une fois tous les 2 ans, tu organises un spectacle ou même pendant les cours, il y a la barre, il y a donc la partie échauffement, ensuite il y a la partie du milieu, ensuite voilà, on fait nos enchaînements. Est-ce qu'il y a une musique, un style de musique, un lieu, où est-ce que tu vas chercher ton inspiration ? Est-ce que tu te dis, j'exagère parce que je sais que c'est pas du tout ton cas, mais est-ce que tu dis, bon, on verra, je vais aller à l'école, puis l'inspiration viendra avec les filles. Comment tu prépares ? Ça peut arriver, mais c'est pas comme ça que ça marche à 100%. Ça peut arriver. Parce que quelquefois, la personnalité d'une élève, si par exemple tu veux lui faire un petit rôle, sa personnalité peut dégager quelque chose, et à un moment donné, dans le travail, elle peut... ça me fait penser à ça. Exactement. Elle peut m'inspirer sur un enchaînement, un mouvement, un geste, un port de bras. Donc oui, si, ça peut arriver. Maintenant, il y a quand même à la base beaucoup de travail en amont. Et ce travail, alors, il peut être puisé et inspiré alors, si je vais remonter un ballet du répertoire, ce qui m'est arrivé, souvent justement quand on a accueilli des danseurs de l'opéra, regarde, on a remonté Casse-Noisette, on a remonté La Belle au Bois dormant, on a remonté Coppelia, on a remonté La Belle au Bois dormant, on a remonté Don Quichotte, on a remonté donc des ballets du répertoire, bien sûr remontés. Et adapté. Que tu adaptes, bien évidemment. Évidemment, à des élèves aussi petits soient-ils, parce que moi, j'accueille les enfants à partir de 5 ans à l'école de danse. Donc, à côté de ça, il faut broder et adapter le ballet. Mais en gardant quand même une certaine vérité du ballet aussi, parce que sinon, ça n'a pas de sens d'inviter des danseurs de l'opéra qui, eux, gardent quand même leur partie à eux avec la véritable chorégraphie du répertoire de l'opéra ou pas de l'opéra. Ça, elle peut être aussi ou revisitée. Voilà. Mais malgré tout, moi je suis bien obligée de broder pour d'abord faire participer tous les élèves de l'école. Donc voilà. Donc c'est quand même de l'inspiration, mais c'est surtout de la création. C'est de la création. C'est de l'inspiration par rapport au ballet du répertoire, sauf quand on présente de nouveaux ballets, où là, il faut être créatif à 100%, mais aussi, oui, voilà, par rapport à ce que peuvent aussi donner mes élèves, par rapport à leur niveau, par rapport à leur âge, par rapport à leur niveau technique. Quand je vois aujourd'hui, et tu nous donneras, si tu le veux bien, les chiffres, mais
quand tu crées ton école, donc c'est comme créer une nouvelle clientèle, comment est-ce que tu te bases sur le bouche à oreille? Est-ce que tu fais un petit peu de publicité? Avec combien d'élèves les premières années, combien d'élèves tu as et combien d'élèves aujourd'hui l'école peut compter? Alors, moi, ça s'est fait assez naturellement parce que, comme je te disais, j'ai commencé à donner des cours dans un établissement scolaire à Maison Lafitte. Privé, à Maison Lafitte. Donc, les élèves, si tu veux, elles étaient là parce que ça faisait partie des disciplines associatives de l'école, du mercredi. Il y en a qui allaient faire foot, il y en a qui allaient faire danse, il y en a qui allaient faire judo, il y en a qui allaient faire musique, etc., etc. Bon, donc j'avais un petit groupe d'élèves à ce moment-là, j'avais 18 ans à peine, si 18 ans on va dire, j'avais un petit groupe d'élèves de entre 20 et 30 élèves. Entre le CP et peut-être 6e, 5e, 4e, ça n'allait pas tellement au-delà. Quand je suis partie m'installer en ville, j'avais ce petit noyau qui m'a suivi parce qu'elles avaient envie de suivre leur professeur de danse qu'elles avaient déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, parce que ça a été guère plus, puisque j'ai ouvert l'école de danse, j'avais 23 ans. J'ai commencé à donner mes premiers cours de danse, j'avais 18, 19 ans, donc dans cet établissement scolaire. Et donc, ces petits noyaux d'élèves qui avaient bien envie de suivre leur professeur sont venus. Donc, oui, j'ai ouvert l'école de danse avec un petit peu de publicité hors cet établissement scolaire, donc qui pouvait concerner tous les élèves de Maison Lafitte. Donc, la première année, peut-être, j'avais 40 élèves. Puis l'année d'après, 50 élèves. Puis l'année d'après, 60 élèves. Et puis, très vite, l'école de bouche à oreille, là, j'avais plus besoin de faire de publicité. Elle avait, voilà. Elle a pris parce qu'elle avait une bonne cote à Maison Lafitte. Voilà, on se disait, l'école de danse de Béatrice Flao, on aime bien aller y travailler. Son travail est intéressant. Les spectacles qu'elle donne, voilà, elle a son exigence et finalement, il y a un très joli résultat. Donc voilà, ça s'est fait un peu de bouche à oreille à Maison Lafitte. C'est une petite ville. Et voilà, les sorties d'école, les mamans parlent et on est très vite monté à 120, 130, 140 élèves. Mais en fait, aujourd'hui, l'école de danse ne peut pas, parce que je n'ai qu'un studio de danse, et l'école de danse ne peut pas accepter tellement plus d'élèves que ça. Bon, oui, si, aujourd'hui, elle accepte une moyenne de 150 élèves depuis quelques années, mais c'est son maximum. Est-ce qu'il t'arrive, lors des inscriptions, de refuser? Oui, c'est ça. Alors, pour moi, ça me fait mal au cœur de refuser l'entrée à des petites filles qui ne rêvent que de ça. Mais malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Bien sûr. Et je n'ai pas la possibilité de remplir les cours de danse. Puis remplir le cours de danse pour faire du chiffre ne m'intéresse pas. Parce que je veux un résultat. Je veux que les enfants qu'il y ait un bon niveau, d'abord. Et puis qu'on ait le temps de s'occuper de chaque enfant. Et si c'est pour bourrer des cours de danse à 25 élèves alors qu'on n'a même pas le temps d'attraper le pied, d'attraper un bras, d'attraper une tête pour la mettre correctement par rapport au mouvement, non. Pour moi, si c'est pour faire une usine, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que les enfants progressent. Donc, pour progresser, il faut avoir le temps de s'en occuper. Et pour avoir le temps de s'en occuper, il ne faut pas qu'on soit en sureffectif. Parce que bien sûr que je pourrais très bien ne pas refuser et avoir 30 élèves par cours. Mais dans ce cas-là, on n'y fait plus rien. Tu gagnes en chiffre, mais par contre, tu perds en qualité. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas de gagner. Ça n'a jamais été mon... J'ai vu, ça m'est arrivé de voir des parents avec des enfants, confrontés à des enfants qui ne rêvaient que de faire de la danse et avec de très petits moyens et que j'ai accepté comme ça parce que je savais que c'était une vraie vital. Voilà. Et que les parents ne pouvaient pas. Ça m'est égal. D'avoir une élève en plus dans le cours
qu'est-ce que ça m'apportait, moi? Est-ce que ça allait changer ma vie? Non. Quand je voyais que pour des parents, c'était difficile, ou même de leur demander de m'amener leurs enfants 2 fois par semaine, parce que ça en valait la peine, et que c'était vital pour l'enfant, parce qu'il avait telle ou telle faculté, ou qu'il avait tel ou tel problème familial ou autre, et que c'était un échappatoire, eh bien, non madame, on ferme les yeux là-dessus. Vous me l'amenez une 2e fois par semaine. Si c'est pour lui apporter du bonheur, moi ça ne changera pas ma vie d'avoir... voilà. Par contre, ça peut changer la sienne. Par contre, ça peut changer la sienne, et voilà. Et donc, je marchais beaucoup plus à... l'humain compte énormément. Tu parles depuis tout à l'heure d'un terme qu'on connaît toutes, nous, tes élèves, toi quand tu as été danseuse et même professeure, c'est la passion. Comment, en termes simples, finalement, c'est quoi une passion? Est-ce que c'est ce petit truc juste qui vient de temps en temps te titiller, ou est-ce que c'est quelque chose de très ancré? Comment... puisque quand tu as découvert la danse, c'est aussi grâce à ta tante. Donc, tout à fait. Finalement, c'est l'entrée à l'école de danse de l'opéra qui t'a... En fait, tu as découvert... Qui m'a forgé une passion. Qui t'a fait découvrir cette passion. Qui m'a fait découvrir cette passion. Et que tu as découvert différemment en tant que professeur. Donc, comment on pourrait définir aujourd'hui une passion? Est-ce que c'est un simple intérêt, ou est-ce que c'est beaucoup plus ventral dans les tripes? Alors, je pense que c'est quand même ventral et dans les tripes. Parce que même si je suis rentrée grâce à ma tante et que j'ai connu la danse par le biais de l'école de danse de l'opéra à ce moment-là, je me souviens très bien dans le salon de ma grand-mère, petite, toute petite, dès que j'entendais de la musique, me mettre à danser. Pourquoi? On n'était pas danseurs dans la famille, mais pas du tout danseurs dans la famille. Pas musicien. Mon père était très mélomane, ma grand-mère paternelle était très mélomane. Ma grand-mère m'amenait petite, même avant de rentrer à l'école de danse, voir des spectacles de danse, de tout caractère de danse, que ce soit pas forcément que du ballet classique, mais des danses de caractère, des compagnies de russes, pas de danse classique, mais de la vraie danse du folklore russe. Parce qu'elle sentait déjà que j'aimais la danse malgré tout. Mais sans être passionnée par la danse, intéressée peut-être, sans être passionnée. Mais donc je pense que quand même, quelque part, une passion, oui, elle peut se développer grâce à certaines choses, à certains facteurs. Ça m'est arrivé, donc oui, pour moi, oui. Mais je pense qu'avant, il y avait quand même quelque chose. On n'est pas passionné comme ça d'un coup. Je pense que, quelque part, oui, c'est avant. Donc on a parlé passion, et pour finir cette interview, je voudrais enfin qu'on revienne sur cette partie spectacle. J'ai eu de la chance de trouver des chiffres qui, je pense, vont beaucoup étonner les auditeurs. L'école rassemble depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé 3500 costumes de scène dans les tailles de 4 à 18 ans, sur 150 thèmes et tableaux différents avec plus de 200 accessoires. Ah oui. Comment quand tu prépares les spectacles, d'où vient, comment tu as réussi à créer autant de costumes? Parce qu'il y en avait beaucoup tu réutilisais certains costumes tous les deux selon certains costumes ont été réutilisés à différentes reprises, et puis il y a des spectacles qui ont tourné alors pas directement 2 ans après, mais dans ma carrière de professeur de danse, qui maintenant fait à 39 ans, on a donné 3 fois La Belle au Bois dormant, on a donné 2 fois Casse-Noisette, on a donné 2 fois Don Quichotte,
parmi d'autres ballets, ou qu'on n'a donné qu'une fois. Par contre, beaucoup d'autres ballets, beaucoup d'autres spectacles n'ont été donnés qu'une seule fois. J'ai eu une chance énorme, c'est d'avoir une belle maman, la maman de mon mari, qui n'était pas couturière de métier, mais qui avait des doigts de fée. Et maman, ma propre maman, qui elle a été couturière quand elle était jeune, avant son mariage, et qui m'ont fabriqué tous ces costumes. Donc oui, j'ai énormément de costumes qui ont été donc créés et fabriqués et réalisés par ma belle-mère et maman. Et j'ai eu la chance de racheter un professeur de danse que j'ai connu il y a déjà quelques années, toute une série aussi de costumes qui lui appartenaient, qu'elle avait aussi fabriqués elle-même par ses propres moyens, et qui, lors de sa retraite, a voulu se séparer de ses costumes, et j'ai racheté toute une série une grosse série de costumes qui a donc grossi ma collection, si je puis dire, de costumes. Donc aujourd'hui, on est même à plus de 3500 costumes. Aujourd'hui, on est plus près des 4000 costumes, oui. Mais qui sont faits essentiellement pour le ballet, hein, qui sont pas des costumes historiques ou autres. Non. Essentiellement pour le répertoire. Et essentiellement pour le ballet, et qui sont faits à la taille de mes élèves, parce que c'était les costumes qui étaient réalisés pour présenter les spectacles de l'école. Alors, c'était un moment très particulier pour nous, danseuses. On avait appris les chorégraphies, on savait que le spectacle arrivait, puis il y avait le moment, à un moment donné, dans le cours, il y avait le moment de l'essayage. Essayage, ouais. Et alors là, j'en ai encore des frissons à l'idée en me souvenant de ces moments. Le moment de l'essayage, c'était bon, il y avait les tailles, qui, encore une fois, donc de 4 à 18 ans à peu près, mais c'était juste le début. Oui. Parce qu'ensuite, il fallait, on rentrait dans la salle, puis tu venais, tu nous inspectais, devant, derrière, sous les bras, etc. En disant, puis soit ta maman, soit ta belle-maman était là, rajoutait des épingles, et en fait, c'était pas juste j'enfilais un costume, c'était non, parce que parfois il fallait même le créer. Il y avait des retouches. Donc au départ, parfois on réutilisait et on remettait à votre taille. Ouais. Donc là, on va parler de retouches. Complètement. Mais parfois, il est arrivé qu'on créait le costume sur vous. Et on partait du tissu. Et là, il fallait. Alors là, il y avait déjà un travail en amont où vous n'en faisiez pas partie. C'était le choix des couleurs, le choix de la qualité du tissu. Et on allait souvent marcher sa pierre avec maman ou ma belle-mère, forcément, pour aller. Et parfois même une couleur ou un tissu nous inspirait en disant mais tiens, avec ce tissu-là, je pourrais faire des dryades, je pourrais faire des fées, je pourrais faire des petites paysannes, je pourrais faire etc. Et parfois même le tissu m'inspirait. Oui, en fait c'est une question. Est-ce qu'on pourrait dire que le tissu, c'est aussi une question de toucher? Ah oui, la matière m'inspirait ou inspirait ma belle-mère ou maman en me disant tiens, avec ce tissu, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce tissu ou cette couleur ou cette matière, tu vois, tu voudrais créer tel ballet? Et oui, parfois ça collait, puis parfois ça collait pas. Je disais non, là il faut qu'on trouve une autre matière, il faut que ce soit plus fluide, plus vaporeux, parce qu'il faut que ça fasse penser à quelque chose d'un peu irréel, ou alors au contraire de quelque chose de plus ancré, les petites paysannes, les petits villageois, les petits voilà. Mais donc oui, il y avait l'essayage, mais avant l'essayage, il y avait déjà une esquisse, il y avait des croquis déjà. Vous en faisiez pas encore partie tout à fait, mais de croquer un futur costume. Et après, on arrivait avec vous, sur vous, à assembler les morceaux pour que ça ressemble à ce qu'on imaginait. Alors, et pour vous, c'était magique.
Alors, c'était magique. Et ce qui me donne d'ailleurs cette idée, j'aurais presque envie aujourd'hui de rajouter une casquette en parlant de toi. C'est-à-dire qu'on dit souvent de sa professeure, bon, très bien, elle a été danseuse, première casquette, deuxième casquette, bon, c'est ma professeure. Mais tu as été aussi, pour beaucoup d'entre nous, une mentor. Puis avec cette à la fois mentor et figure maternelle. Bon, on adore nos mamans et on les aime très fort, mais tu avais une double casquette qui était vraiment au milieu. Et j'en rajoute une aujourd'hui. Tu es aussi, d'ailleurs j'en rajoute deux, chef d'entreprise et entrepreneur, parce que tu as créé ton école de toutes pièces. Et celle que je voulais absolument rajouter, c'est tu es encore aujourd'hui, tu es metteur en scène. Oui, parce que tu prépares autant en amont. C'est encore un métier, ça aussi. Tu prépares en amont, même si tu avais. C'était aussi une histoire de famille, tu as été épaulée, mais c'est aussi une vraie casquette. Les moments de. Donc, une fois tous les 2 ans, et on finira par le spectacle, une fois tous les 2 ans, on montait sur scène pour faire ce spectacle. Et les moments de répète générale étaient des moments. Autant, comment dire, je crois que c'était le stress pour tout le monde, mais c'était le moment où justement on plaçait sur scène, sur une vraie scène, alors avec des bouts de scotch quand il fallait vraiment pas se planter, etc. Mais tout le travail qui avait été fait en amont pendant presque 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et puis presque pendant 2 ans. 2 ans sur le plan technique, oui, pour que vous arriviez à exécuter ce qu'on vous demandait, ce que je vous demandais. Mais après, le travail du spectacle en lui-même, les répétitions du ballet que vous deviez, ou des ballets que vous deviez danser à ce moment-là, représentait un travail pour vous, j'entends, pas pour moi, pour vous, de 4-5 mois en amont. Pour moi, d'1 an largement à l'avance. Mais c'était vos 2 années de travail qui vous amenaient aussi à cette performance. Aussi. Donc, il y avait 3, 4, 5 mois de travail artistique pour mettre en scène, comme tu dis, pour que le ballet soit mis en place. Mais il y avait 2 années de travail. Et c'est pour ça et j'y reviens, c'est pour ça que pour moi, il est important de ne pas faire un spectacle tous les ans. Parce que sinon, tu n'as pas le temps de progresser techniquement. Parce que si moi, tous les ans, je faisais un spectacle, jamais vous ne seriez arrivés à faire ce que je vous demandais techniquement. C'est purement impossible. Donc, ça va peut-être faire bondir beaucoup de professeurs qui risquent de nous entendre, mais pour moi, c'est la stricte vérité. Alors, je finirai par une anecdote et par une dernière question à te poser, parce que nous sommes vendredi et tu as un cours juste après. Les élèves vont arriver. Complètement. Je voulais déjà partager avec toi, mais partager aussi avec ceux qui nous écoutent. Moi, un des moments qui m'a le plus fait déresser les poils pendant les répétitions et pendant mes années de danseuse à tes côtés, ça a été la création et le moment où on a dansé le boléro de Ravel. Pour la simple et bonne raison que c'est une chorégraphie que je voyais depuis donc, des années dansée par les grandes. Et ça a été, parce que les spectacles, donc les ballets du répertoire, changeaient tous les 2 ans. Mais le boléro de Ravel, c'est la même chorégraphie que je adaptais, mais que je ne sais pas pourquoi que je voyais évoluer. Et quand j'étais donc petite, je voyais ces grandes qui dansaient et on rentre dans le cercle à différents moments selon en fait son niveau dans tes classes. Et donc à cette époque, il n'était même pas impensable de penser rentrer parce qu'on était trop petite. Et je me souviens, la première année, on a commencé à rentrer donc dans les dernières parce qu'on était plus si petite, on était moyenne. Et je me souviens de ce moment parce que j'ai ressenti une énorme fierté en me disant « Ouais, je ne suis pas encore une grande, mais j'y arrive. » Mais j'y arrive. Oui, c'est vrai. Et les dernières années, quand on est vraiment… Nous, on était dans les grandes. C'est nous qui sommes rentrées les premières sur scène. Et j'en ai encore des frissons à en reparler. C'est là où on voit les étapes qu'on a franchies au fil des ans. Et qui vous aussi vous ont fait rêver parce que
si moi j'ai rêvé de mes aînés, vous avez rêvé des aînés dans l'école de danse. Complètement. Donc, et vous en rêviez d'arriver là, et voilà, puis à se dire, cette chorégraphie cette année, ça y est, enfin, c'est nous. J'accède, Ouais, et je peux le faire. Voilà, c'était une grande fierté. C'est à mon tour. et je m'en souviens particulièrement parce que c'est en dehors de la chorégraphie, c'est une musique. Tu parlais de certaines musiques qui toi te transcendent et qui te font vraiment, qui te parlent beaucoup. Moi, le Boléro de Ravel, alors j'aime encore aujourd'hui l'écouter, il est assez fort dans les oreilles. Et quand c'est puissant. C'est très puissant, puis ça monte en puissance. Exactement. J'encourage à tous ceux qui ne voient absolument pas ce ballet. Je le mettrai en lien juste en dessous. Juste regardez-le en entier ou par petits morceaux. La musique est très prenante et moi je voulais... Écoutez-le surtout, il faut l'écouter. C'est une musique qui va en puissance au fur et à mesure. Et l'orchestre qui démarre avec quelques instruments et ça vous prend les tripes. C'est clair. Et le danser, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et oui, je pense que c'est une référence pour beaucoup d'entre vous. Je voulais vraiment te remercier parce que ça a été... alors, certaines d'entre nous avaient déjà fait d'autres stages en France avec... je pense à Marseille, etc. Donc, on avait à la fin... il y avait celles qui avaient déjà qui avaient été élèves autre part et qui revenaient à Maison Lafitte, donc il y avait des très bons niveaux. Oui, parce que justement, elles avaient suivi aussi des cursus un peu particuliers de danse-études. Et quand elles sont venues travailler ici, elles ont forcément tiré par le haut les autres et vous les enviez beaucoup à l'époque. Et on s'accrochait. Et on s'accrochait pour... oui, tout à fait. On s'accrochait. Mais quand même s'accrochait quand on invitait aussi ces fameux danseurs de l'opéra, parfois, qui nous ont fait rêver et qui ont accepté de venir danser pour nous. Et encore aujourd'hui, là dernièrement, nous avons donné notre dernier spectacle avec 2 jeunes danseurs du corps de ballet et qui nous ont fait rêver aussi. Et voilà, c'est un vrai plaisir. Et je reviens juste sur quelque chose que tu viens dont tu viens de parler. Et où tu disais que vous aimiez à vous retrouver ici. J'ai bien eu de vos mamans, à toutes vous, les anciennes surtout, qui m'ont dit, mais Béatrice, figurez-vous que l'école de danse est leur deuxième maison. Et vous êtes on pourrait presque parler de deuxième maman. Et c'est vrai que j'ai, avec toutes ces grandes élèves que j'ai gardées très très longtemps auprès de moi, j'avais une affection particulière, effectivement. On avait un groupe qui était... on s'est connus ici, on a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. On a pleuré ensemble. Vous avez pleuré pour parfois parce que vous vous faisiez un petit peu rabrouer, un petit peu secouer au cours de danse. Mais pas que ça, voilà, vous avez traversé, nous avons traversé en même temps des moments très terribles tout ensemble. Et d'ailleurs, vous m'avez bien épaulée et qui a fait aussi que ça a lié beaucoup d'affection entre nous. Alors, on ne rentrera pas dans ce... C'est pas le lieu. Voilà, ça reste tout à fait entre nous. Mais voilà, c'est des moments que nous avons partagés, des moments de bonheur et des moments qui ont été C'était vraiment le difficiles. Groupe. Et ce groupe-là, et ça n'a rien d'étonnant qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de dizaines d'années, ça a créé tellement de liens affectifs. Que voilà, et donc et c'est voilà, ça fait, et quand j'entends vos mamans qui me disent c'était leur deuxième maison et vous êtes presque leur deuxième maman, comment voulez-vous imaginer autrement que ça puisse être une fierté pour moi?
Dernière question et après je te libère. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces enfants, danseurs ou pas danseurs d'ailleurs, tous ces enfants, ces jeunes adultes qui ont des rêves, que ce soit encore une fois d'être danseurs ou pas, qui ont des rêves, même les plus fous. Toi qui as aussi réalisé ce rêve de devenir, que tu as découvert après, mais ce rêve de devenir professeur, qu'est-ce que tu leur dirais comme message à ces gens qui ont des rêves, même fous, aujourd'hui? Allez au bout de vos rêves, quels qu'ils soient. La danse, bien sûr, pour ceux qui sont passionnés par la danse, mais oui, bien sûr, allez au bout de vos rêves, parce que c'est le meilleur, le rêve, c'est le meilleur compagnon de vie que vous puissiez avoir, et puis qui vous aidera à traverser n'importe quelle épreuve dans la vie. Si vous n'avez pas une passion, ayez une passion, c'est la vie. La passion. Et en étant bien entouré. Et en étant bien entouré, oui, bien sûr. Mais il faut avoir une passion. La vie est tellement aujourd'hui difficile, injuste. Elle demande de beaucoup s'adapter. Oui, et puis elle est difficile. En règle générale, la vie est difficile et elle le deviendra de plus en plus parce qu'aujourd'hui il y a tellement de le monde n'est pas forcément tout beau tout blanc. Et si vous n'avez pas une passion à côté qui vous aide à survivre et à rêver et à avancer dans la vie, eh ben ce sera difficile. Donc oui, vivez votre rêve et allez au bout du rêve. Et réalisez votre rêve ou vos rêves. Alors c'est la fin de l'interview. Je vais laisser place aux élèves et à Béatrice pour son cours. Merci à toi. Non, ça me fait affreusement plaisir, terriblement plaisir. C'était un moment de retrouvailles. Ma petite Laura, de reparler de ces bons moments. Et puis voilà, merci beaucoup pour toutes ces années de danse qui ont été des moments très, très importants et très constructifs dans la vie de notre groupe et dans la mienne. Tant mieux. J'en suis follement heureuse. Et merci pour cette première interview, puisque d'habitude c'est Gaëlle qui prend le micro. C'était important pour moi pour cette première interview que ce soit toi, puisque tu as été tu parlais d'une figure très particulière dans notre vie d'adolescente et de jeune adulte après. Je suis hyper contente de t'avoir revue. Et moi, je te remercie. Et je crois que quand je reviendrai dans la région, apparemment régulièrement, je crois que je viendrai prendre des barres à terre avec toi. Je t'attends pour me avec plaisir. Déverrouiller. Mais voilà, la passion, et même quand on arrête de nombreuses années, la passion est toujours là et tu en es grandement responsable. Alors merci à toi. Non, c'est moi qui te remercie de ce témoignage qui me touche au cœur directement et ça encore ça fait partie de ma fierté de me dire que ces élèves que j'ai formés, il leur reste ces bons souvenirs et cette passion à leur tour. Bien sûr. Donc je t'enverrai mes filles. Et voilà. Mais tu dis ça, j'ai déjà. Alors ça ne me rajeunit pas malgré tout. Mais maintenant. Quand on t'envoie nos filles. Je reçois et j'accueille les filles de mes anciennes élèves. Forcément, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on les a pas trop traumatisés. Non, et puis quand bien même, il faut aussi traumatiser nos enfants à un moment donné. Oui, en même temps, gentiment. En même temps, même s'il y a eu quelquefois la parole un peu dure, il faut savoir aussi accepter que rien n'est facile et rien n'est gagné et que parfois les professeurs sont là aussi pour pousser et puis pour vous montrer que tout est réalisable, mais il faut travailler. Il faut savoir écouter, il faut savoir accepter les petites critiques et remarques et encouragements qui sont importantes. Constructives, tout simplement. Bon, un grand merci encore à toi. Je laisse place aux élèves qui attendent dehors depuis déjà quelques temps.
Et je vous dis à bientôt. Ah oui, avec grand plaisir. Au revoir Laura. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslesstudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!